bienvenue de retour dans l'atelier de la Cité des Aventuriers. On a passé ensemble toute une série d'apprentissages, de savoirs, de pratiques pour vivre l'aventure en pleine nature. Et pour ce dernier atelier, nous allons apprendre à pirater notre cerveau, je crois. Pas seulement à se plonger dans une piscine de glace. Je suis avec Romain Vandendorp. Salut Romain. Salut Eric, comment vas-tu? Ça va bien, merci. Et toi? T'as chaud? Là pour l'instant c'est chaud, mais je pense qu'on va très vite aller dans le froid, donc ça va être sympa. Exactement, parce qu'on va aller plonger dans la glace. Pour Romain, c'est pas du tout une première. Romain Vandendorp a 34 ans et le 19 décembre dernier, tu as battu un record du monde à Wattrelos, près de chez toi, dans le nord de la France, le record du monde de temps d'immersion passé dans la glace avec, tu me reprends si je me trompe, 2 heures 35 minutes et 33 secondes dans une boîte remplie de glaçons. Tout à fait. Ah. Et tout ça au profit de l'association Wonder Augustine. Wonder Augustine, tu peux en dire quelques mots de cette association? Oui, c'est une association qui lutte contre les cancers pédiatriques et qui dépense de l'argent pour de la recherche et qui permet en fait d'avancer sur les solutions possibles à trouver. D'accord, donc un record pour une cause et un record qui n'est pas simplement une lubie, qui correspond à un travail. C'est ce qu'on va apprendre en ce moment. L'intitulé d'ailleurs de cet atelier, c'est quand l'expérience contredit la théorie. Tout à fait, parce que finalement, la théorie, c'est de se dire, bien voilà, si on tombe dans une eau inférieure à 5 degrés, on a à peu près 40 minutes d'espérance de vie. L'idée était d'aller contredire cette théorie au profit d'une pratique régulière et encadrée, à ne pas refaire chez vous comme ça, ne pas vous lancer, ça peut s'avérer très dangereux. Et l'idée, ça a été finalement d'avoir un process et de l'appliquer, parce que moi je suis un scientifique, et pour aller rendre cet impossible possible. D'où l'atelier pratique qui peut vous être utile. Toi, tu t'es pas dit du jour au lendemain, je vais me plonger dans une piscine de glace. Je crois que cette démarche globale que tu as accomplie s'est lancée autour d'un Ironman. Alors, la première étape, ça a été de se dire, finalement, quand on a le profil que j'ai plus de chances d'être champion de France d'haltérophilie que de finir un Ironman, qui est une course longue distance avec 3 km 800 de natation, 188 km de vélo et où on finit par un marathon, tout simplement parce que je ne suis pas mince. Et donc, l'idée, c'était d'aller chercher la complexité et de voir que par un entraînement régulier, le corps et les fonctions vitales du corps avaient la capacité de s'adapter pour obtenir le résultat souhaité. Et c'est finalement ce que j'ai continué de faire, donc tout d'abord avec l'Ironman d'Embrun, puis avec le froid, pour montrer qu'on avait la capacité de pirater son cerveau. Alors là, ça devient un petit peu plus technique, mais l'idée, c'est que par l'intermédiaire de l'imagination et la concentration, eh bien, tout à chacun a la capacité de pirater son cerveau. D'accord, donc il y a un vrai lien entre le cerveau et le corps. Tout à fait. Ce qui est une discipline, d'ailleurs, parce que cette démarche que tu fais s'inscrit dans une démarche plus générale scientifique, la discipline qu'on appelle, tu me reprends si je me trompe, la neurophysiologie appliquée. Oui, c'est ça, c'est de la neurophysiologie appliquée, c'est même de la physiologie environnementale, c'est-à-dire comment faire en sorte que tout ce qui fonctionne dans notre corps puisse s'adapter au milieu hostile, en l'occurrence là le froid, et même au milieu tout court, ça peut être le milieu de l'entreprise, un milieu scolaire, un milieu stressant. Effectivement, par l'intermédiaire de l'entraînement mental, on développe certaines zones du cerveau, on densifie certaines zones du cerveau, et le corps s'adapte à ce type d'entraînement qui est physique et mental, régulé par une fonction qu'on appelle le système nerveux autonome. Alors, le système nerveux autonome, est-ce que peut-être des expériences comme ça qui permettent de visualiser un peu ce dont on parle? Alors oui, quelque chose de très simple. Et d'ailleurs, je vous propose de la réaliser maintenant, chez vous. Vous allez pouvoir poser vos 2 pieds dans le sol. Posez vos 2 pieds dans le sol et à partir du moment où ils sont dans le sol, ils vont vous servir de référentiel. Ils vont être totalement collés, serrés, soudés, le temps de cette mini-expérience. Je vous ai dit, la capacité de pirater son cerveau repose sur la concentration et l'imagination. Donc une fois que vous avez vos 2 pieds dans le sol, vous allez pointer l'index de la main droite devant vous. Et puis vous allez tourner en rotation droite, au maximum du possible, vraiment à fond, quoi. Et vous mémorisez l'endroit que l'index se pointe. Et puis vous revenez. Vous revenez, vous gardez les pieds à la même place, et puis soit vous laissez les yeux fixer un point pour améliorer votre concentration, soit vous pouvez laisser les paupières se fermer pendant quelques secondes, et tranquillement, tu vas juste imaginer
Imaginez de quelle manière les muscles, les tendons, les ligaments peuvent se détendre. Imaginez de quelle manière tu peux dépasser ce qu'il y a à dépasser. Pour dépasser certaines pensées, pour dépasser le passé, pour dépasser les pensées du passé des pensées, et aller encore plus loin. Et dès lors que tu l'auras envisagé, dès lors que tu l'auras imaginé, eh bien, tu pourras rouvrir les yeux tranquillement. Voilà, parce que lorsque l'expérience contredit la théorie, l'expérience a toujours raison. Pointer l'index de la main droite devant toi, tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour aller beaucoup plus loin. Alors, c'est bizarre, Écoute, je me découvre une souplesse inconnue. Alors, ça n'a rien à voir avec la souplesse. Et si d'aventure vous le faites 2 fois d'affilée, vous verrez que vous allez quand même un petit peu plus loin. Mais c'est non significatif lorsqu'on fait des statistiques dans la recherche expérimentale. Alors que si vous le faites dans ces conditions-là, vous allez gagner à peu près entre 20 et 40 degrés. Ce qui là est hautement significatif parce que vous avez commencé à imaginer et vous avez fait le focus sur ce que vous vouliez changer dans votre corps. Et c'est là que les choses commencent à changer pour devenir son propre effet placebo. Voilà, son propre effet placebo. Je vais peut-être te demander de développer. On va aller ensuite, dans quelques minutes, s'immerger. Alors, Romain va aller s'immerger dans la glace dans quelques minutes. Je mettrai un doigt pour vérifier la température. Et du coup, vous pouvez poser des questions. Si vous avez des questions à poser à Romain, posez-les tout de suite. Comme ça, j'ai un retour écran, je peux les lire et on peut les reposer. Puisqu'après, ça sera plus difficile, évidemment, quand il sera dans sa piscine de glace. Est-ce que tu peux développer un peu cette notion d'effet placebo pour soi-même ? Alors l'effet placebo, ça a été découvert Seconde Guerre mondiale, lorsqu'on n'avait plus de morphine sur les champs de bataille, et où on injectait de la solution saline, autrement dit de l'eau de mer, à la place de la morphine, juste avant l'amputation. Et on s'est aperçu que finalement, eh bien, entre ceux qui avaient les soldats qui avaient la morphine et les soldats qui avaient le placebo, qui avaient donc l'eau de mer quelque part, eh bien, ils géraient la douleur de la même manière. Alors, on a poussé le bouchon un petit peu plus loin et on a fait d'autres études jusqu'en 2017 où une étude américaine nous a montré que même lorsque le sujet était au courant qu'il n'y avait aucun processus actif dans la molécule qui était censé le soigner, à partir du moment où il accordait de la valeur et de la croyance à ce substrat, finalement à ce placebo, alors le corps s'adaptait à ça. Il faut toujours garder à l'esprit que tous les médicaments mis sur le marché, eh bien, l'effet placebo représente 30% de l'efficacité. C'est énorme et je pense que c'est un domaine d'avenir dans lequel, finalement, par la force de la concentration et l'imagination, les variables du corps humain vont pouvoir s'adapter. Mais on vient tout juste de commencer, il faut encore rester extrêmement prudent sur l'interprétation de ces données. D'accord. Alors toi, tu as fait donc cette expérience unique donc de bain dans la glace. C'était il y a quelques mois. Aujourd'hui, tes axes de travail, tes axes de développement, tu es avec une université, je crois, enfin un centre de recherche. Tu travailles avec un centre de recherche ? Oui, alors je suis partenaire et ancien étudiant du laboratoire de neurophysiologie environnementale de Bruxelles, avec le professeur Constantino Balestra. Et il est vrai qu'on mesure finalement de quelle manière le corps est capable de s'adapter au milieu extrême, en l'occurrence le froid, pour voir de quelle manière on pourrait venir modifier d'autres parties que finalement la prise de température, que l'augmentation de la température, par le simple fait de se concentrer et d'imaginer. Écoute, Romain, ah là, tiens, je me demande si je ne vois pas une question qui est en train d'être posée. Combien d'années d'entraînement cela demande-t-il ? Et quel type d'exercice ? Eh ben, on va en parler. Écoute, alors combien d'entraînements pratiques arrivé à ce niveau ? On en a parlé, donc tu as commencé cette démarche globale, c'était en 2016 à peu près. Ouais. Et puis... c'est rigolo parce que c'est une question qu'on s'est posée au laboratoire. Le professeur me disait que l'adaptation allait prendre une dizaine d'années. En l'occurrence, chez moi, elle a pris 2 ans. Alors, on ne peut pas considérer ça comme scientifique, comme une vérité, parce que pour l'instant, je suis le seul à le faire. Mais l'avenir, ça va être potentiellement de prendre des sujets qui n'ont aucune expérience du froid, de les entraîner et voir de quelle manière ils sont capables de s'adapter. Et ça va être extrêmement intéressant. Parce qu'il n'y a pas de spiritualité. C'est vraiment une attitude scientifique avec un process où c'est observable, mesurable, reproductible et donc scientifique. Donc ça peut aller beaucoup plus vite que ce qu'on a pu vous dire, je pense, jusqu'à présent, avec certains spirituels. On n'a pas besoin de 40 ans d'immersion dans le froid pour battre le record du monde dans la glace. La preuve en est, moi, je me suis entraîné 2 ans.
Et donc la prochaine étape, et pour valider justement cette expérience, serait de le faire avec d'autres personnes, un panel de personnes à s'entraîner. Le message est donc passé. Si vous avez une grosse envie de passer des heures dans des bains de glace, contactez Romain, il se fera un plaisir de vous entraîner. En attendant, je propose qu'on aille le faire, tout simplement. Ah, c'est ce que je dis toujours, hein, les parleurs parlent, les marcheurs marchent, il faut incarner ses valeurs par des actions. Allons-y. C'est parfaitement dit, je te suis. Alors, je rappelle ton record, Romain, 2h35 minutes et 33 secondes. Tout à fait, oui. Le 19 décembre 2020. C'est ça. Tu as battu à ce moment-là donc un record homologué au Guinness, etc. C'est ça, Guinness World Record, tout à fait. Et tu as battu largement l'ancien record qui était de 1h51 minutes. Tout à fait, oui. Oui, effectivement. Et t'en parlais tout à l'heure de spiritualité. Il y a un nom bien connu dans cette discipline, Iceman. Tout à fait, Wim Hof, qui est néerlandais, qui lui a eu de l'adaptation face à sa pratique spirituelle et à sa pratique du yoga, qu'il a su codifier avec des techniques respiratoires. La respiration est extrêmement importante, vous allez le voir tout de suite, parce que la respiration est la seule fonction innervée par le système nerveux volontaire et le système nerveux autonome. Autrement dit, en temps normal, vous ne la contrôlez pas, mais vous pouvez prendre le temps de la contrôler, et c'est donc la première étape pour pouvoir être confortable dans l'inconfortable. Et donc, autre chose où on y va ? Eh bien écoute, on va y aller. Donc toi, tu es évidemment plus sur le neurologique que le spirituel, c'est ça ? Moi, je suis un scientifique, donc moi, je mesure la fréquence cardiaque, je mesure l'électroencéphalogramme, je quantifie l'adaptation par caméra thermique pour potentiellement mettre en place un programme d'entraînement régulier et progressif, parce que bien sûr, on ne se plonge pas d'un coup dans une piscine de glaçons comme ça. On y va progressivement, c'est un peu comme le footing. Si vous voulez commencer le footing chez vous, avec un processus de changement, commencez doucement et vous devez finir avec deux choses. Le plaisir, une décharge d'endorphine intense, et la frustration de n'avoir fait que ça. Parce que sinon, vous associerez, par exemple, le footing à une douleur, et ça, c'est pas envisageable. Moi, je vais prendre beaucoup de plaisir à y aller, mais c'est seulement parce que j'ai beaucoup bossé avant. Parce que sinon, ça serait tout sauf confortable d'aller dans une piscine de glaçons. On est bien d'accord. Je veux bien le croire, il n'y a pas de souci. Tu te prépares, c'est ça? Une petite phase de préparation? Une petite phase de préparation, je vais te donner le micro. Et puis moi, je vais me préparer tranquillement. Je vais mettre les doigts sous mes aisselles parce que le bout des doigts, c'est ce qu'il y a de plus sensible. Derrière, il y aura une phase de préparation respiratoire et de focus. Parce que même lorsqu'on a le record du monde, il faut toujours être bien concentré et bien focus pour pouvoir faire en sorte que tout cela se passe en totale sécurité. Parce qu'il y a quand même un risque de brûlure, parce que l'eau est très froide, et donc il faut maintenir sa concentration pour pouvoir faire ce type d'action, en fait, quelque part. Tout simplement. Voilà. Je prends le micro, et puis je te laisse... Je te laisse te préparer. Tu parles si tu as envie de parler. On va peut-être un moment se taire. On se retrouve dans la glace, au moins dans l'idée, pour ce qui me concerne. Si vous êtes chez vous, n'hésitez pas à tenter l'expérience en mettant un glaçon dans un verre et en posant le doigt dessus. Ça sera déjà suffisant. Vous pourrez peut-être imaginer... Vous pouvez vous amuser à mettre les mains dans un saladier de glaçons et vous chronométrer et voir combien de temps vous êtes capable de tenir. Vous allez voir que, in fine, pas longtemps, mais plus vous allez le faire régulièrement, plus l'adaptation va se faire. Et il y a un deuxième exercice que j'encourage tout le monde à faire ici, c'est la minute de douche froide à la fin de sa douche chaude. Si vous prenez une douche chaude et à la fin, vous basculez le robinet d'un coup. Là, le froid va arriver sur vous, vous reprendrez le contrôle de votre respiration, puis vous reprendrez le contrôle des sensations du corps et enfin, vous reprendrez le contrôle de vos pensées pour être confortable dans l'inconfortable. Et si vous le faites durant 6 semaines, vous augmenterez vos défenses immunitaires de l'ordre jusqu'à 70%. Alors, on est encore en train de le mesurer pour le valider. Mais quoi qu'il en soit, dans un contexte Covid, avoir des défenses immunitaires élevées, c'est quelque chose qui se prend. Pas inutile. Je te laisse te préparer. Merci beaucoup. Un petit peu de calme, de concentration. À dans quelques secondes.
Ok. Donc vous voyez là, vous avez passé la phase de saisissement, potentiellement l'excitation et la panique. Le risque, lorsque vous vivez une situation inconfortable, c'est de paniquer. Le froid est saisissant. L'eau doit être aux alentours de peut-être 1 ou 2 degrés maximum. Sachez que dans un environnement où vous avez de l'eau et du froid, c'est beaucoup plus complexe que lors du record du monde dans les glaçons. Tout simplement parce que l'eau transmet la température par conduction, là où les glaçons uniquement par convection. Si vous voulez en faire l'expérience, prenez une bouteille de champagne, il y en a une que vous mettez dans les glaçons, puis il y en a une autre que vous mettez dans un seau avec de l'eau et des glaçons. Et vous verrez que la bouteille de champagne où il y a l'eau et les glaçons refroidit beaucoup plus vite que celle où il n'y a que les glaçons. Donc ça n'est pas si facile, même pour toi, de passer ne serait-ce que 10-15 minutes dans une bassine remplie de glaçons et d'eau. Est-ce que tu peux nous décrire concrètement ce que tu ressens sur ton corps? Alors là, il y a clairement une grosse sensation de froid, surtout au niveau des extrémités. Je parle surtout du bout des pieds, les mains étant protégées sous les aisselles. Je fais bien attention de ne pas mettre trop ma nuque dans la glace, parce que là vous avez les centres de la thermorégulation qui potentiellement pourraient me faire basculer et me faire tomber dans les pommes, hein, clairement. Et la clé, la difficulté aujourd'hui, c'est d'être dans les glaçons et c'est de continuer de vous parler sans perdre mon focus. Parce que si je perds le focus, la fréquence respiratoire s'emballe, la fréquence cardiaque également, et à ce moment-là, je vais refroidir beaucoup plus vite. Et ça, c'est pas très bon. Il faut que je maintienne ma température centrale au maximum. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous voyez que mes yeux sont fixés sur un point, parce qu'une partie de moi est en train de vous parler, mais une autre est pleinement en train de se concentrer. C'est un état de dissociation mentale. Vous êtes ici et vous êtes ailleurs en même temps. Alors, évidemment, si à un moment tu ne veux pas répondre aux questions et garder le silence, tu le fais. Mais moi, je vais continuer à t'embêter. Quand tu t'es entraîné pour ton record, tu racontes qu'il y a eu une étape très importante pour toi. C'est quand tu as réussi à passer 41 minutes dans la glace. Tout à fait, parce qu'il s'agit en fait de la limite physiologique scientifique actuellement encore établie. Vous savez que lorsque vous êtes dans une eau négative, ou même une eau très froide, comme si vous tombiez dans la Seine ou dans une rivière, vous avez à peu près 40 minutes d'espérance de vie. Et ça, en tant que bon scientifique, je le savais très bien. Donc il se trouve que oui, j'y suis allé progressivement, 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, 25 minutes, 30 minutes, et arrivé le jour où j'ai dû passer cette barrière théorique de la 40e minute. C'était un moment intense, parce que c'est là où l'expérience venait contredire la théorie, parce que quelque part, il y avait une certaine forme d'aventure personnelle qui m'a permis d'oser franchir finalement la frontière mentale, la frontière théorique, pour en amener une nouvelle, sans être un surhomme, sans être un spirituel, juste quelqu'un qui a décidé de s'entraîner régulièrement, progressivement, un peu comme un sportif, à la même manière d'un athlète, pour rendre l'impossible possible. Alors, à quoi ressemble justement cet entraînement entre la minute d'eau froide à la fin de la douche et la 41e minute, puis les 2h35? Alors, l'entraînement, j'ai acheté un congélateur coffre, 500 litres. Vous imaginez la vendeuse lorsque je lui ai dit que c'était pour m'immerger dedans, parce que j'ai demandé à l'essayer, voir si mes épaules pourraient rentrer dedans. Et régulièrement, avec des habitudes de vie, ça veut dire que je me levais le matin plus tôt, puis j'allais m'immerger dans le congélateur, progressivement, tous les matins. Parce que lorsque vous voulez mettre en place un processus de changement dans votre vie, il ne faut pas vouloir passer du coq à l'âne. Il faut créer des micro-habitudes. Donc là, c'était tous les jours, à 6h30 dans mon congélateur. Et à chaque fois, c'était au minimum 1 minute de plus que ce que j'avais fait la veille. Alors, Romain, tu es dissocié, tu es là sans être là. Il y a de plus en plus de gens qui nous regardent ici à la Cité des Sciences et de l'Industrie, qui se posent peut-être la question, mais que fait donc cet homme dans la glace? Alors, c'est Romain Vandendorp qui est recordman du monde de temps passé dans la glace, avec 2h35 minutes et 33 secondes. Là, il n'est pas là pour battre un nouveau record, on va rester quelques minutes, mais pour nous expliquer le processus pour arriver à ce stade-là
et ce qu'il se passe au moment où il est dans la glace. Il y a une question qui se pose, évidemment, c'est le sens de tout ça. Pourquoi faire tout ça? Il y a l'expérience scientifique. Toi, tu n'es pas non plus spirituel. Alors, où se situe ta vérité? Alors, on pourrait croire que finalement ça sert à rien et que je suis totalement cinglé d'aller régulièrement dans la glace. Mais c'est également un entraînement. Un entraînement de la physiologie de l'adaptation. Autrement dit, dans votre corps humain, vous avez une équipe de pompiers qui est là finalement pour vous protéger, qui est là pour augmenter vos défenses immunitaires, qui est là pour répondre aux différents stress de votre vie. Si vous ne l'entraînez pas, cette équipe de pompiers s'engraisse, commence à manger des chips, et c'est un peu comme si votre équipe de pompiers, à un moment donné, avait la bedaine et regardait Netflix tout en buvant l'apéro. Et au moindre virus qui va passer, eh bien, elle va devoir se mettre en mouvement, et ça va être extrêmement compliqué. Pourquoi? Parce que l'être humain boit avant d'avoir soif, mange avant d'avoir faim, et finalement se couvre avant d'avoir froid. C'est la raison pour laquelle l'entraînement au stress, et en l'occurrence aujourd'hui au stress thermique, permet d'améliorer son comportement face aux virus et aux bactéries. C'est la raison pour laquelle moi je m'y suis lancé, et j'ai fait ça avec un élément déclencheur qui a été finalement le décès de la petite Augustine, pour clairement montrer à tout à chacun que si on n'ose pas, alors il ne peut rien se passer. Et c'est le message que j'ai envie de vous faire passer. Vous avez tous une quête de dépassement de soi. Le dépassement de soi, c'est pas forcément être dans la glace pendant des heures. Le dépassement de soi, c'est réaliser une action que vous pensiez ne pas être en mesure de faire, mais que vous allez réellement faire. Et ça, je pense que c'est un message important que j'ai souhaité partager par l'intermédiaire de ce record. Et ce dépassement de soi, c'est quelque chose, c'est une idée qui est revenue régulièrement pendant ces 2h35 minutes. Quelles étaient les différentes étapes de réflexion pour toi et quels étaient les pièges à éviter? Alors, c'est un peu comme maintenant, c'est rigolo que Eric, tu me poses la question maintenant. Là, j'ai un petit frisson qui commence à arriver. Il se trouve que le frisson est une réaction normale pour potentiellement reprendre le contrôle. Le système se réchauffe par contraction des muscles lisses. Mais le frisson, lorsqu'on veut battre un record, nous fait perdre notre concentration. Il est vrai que lorsque vous vous retrouvez dans un milieu extrême, mortel potentiellement, si vous n'êtes pas préparé, alors vous êtes traversé par de multiples émotions. Il y a la colère, bien sûr, la colère du décès de cette petite fille à qui j'ai beaucoup pensé. Il y a eu la colère du décès de mon père. Il y a eu des moments plus émotionnels et plus personnels. Puis il y a également la joie. La joie de montrer que tout devient possible si d'aventure on prend les deux choses les plus précieuses que sont son temps et son attention. Et si vous mettez votre temps, votre intention et que vous faites du mieux de ce que vous pouvez faire, alors les choses sont capables de changer. Donc oui, il y a eu de multiples émotions. J'ai pensé à mes enfants, à ma famille, à mon fils Luca, et quelque part une certaine forme d'exemplarité pour également mes collaborateurs et mes amis. Bref, et plus largement tous les gens qui m'ont vu ce jour-là. On en parlait, on a fait un atelier sur la gestion de l'hypothermie d'urgence. Et une des clés était de penser à des moments réconfortants et qui n'étaient pas forcément s'imaginer dans un sauna, mais par exemple penser à l'être aimé qui pouvait littéralement réchauffer le cœur et le corps. Tout à fait. D'ailleurs, le jour du record du monde, on s'est aperçu, parce qu'on mesurait ma température endocorporelle, que lorsque les gens m'applaudissaient, ma température endocorporelle remontait de 0,1 à 0,2 degrés. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le facteur émotionnel dans des moments de survie est indispensable. Vous devez vous remémorer les scènes les plus joyeuses, les plus heureuses, celles qui vous ont fait quelque part chaud au cœur, je dirais, pour pouvoir potentiellement dépasser vos limites. Revenons à ton corps. Ça fait quelques minutes qu'on discute, ma foi, très agréablement sous le soleil de la Villette. Est-ce que ça change? Qu'est-ce qui s'est passé depuis ces quelques minutes à l'extérieur, les sensations, à l'intérieur? Alors, là, ce qui s'est passé, c'est que les extrémités ont véritablement commencé à bien refroidir. L'eau est bien froide, vous avez bien fait le job. Donc le bout des pieds commence à devenir insensible. Et je dois maintenir un meilleur focus pour pouvoir continuer de vous parler tranquillement. Accessoirement, un des réflexes qui a été travaillé est celui de l'adaptation au froid et également la réaction de chasse de Lewis qui est visible chez les Inuits, chez les peuplades issues du froid, et qui chez moi va se traduire
par un flux sanguin massif au niveau de l'intérieur de la cuisse, au niveau de l'artère fémorale, qui va me permettre de continuer de faire arriver du sang au bout de mes doigts de pied. Et ça, c'est extrêmement important. Je pense que quand tout à l'heure je vais sortir, vous aurez l'opportunité de voir l'adaptation du corps, un corps qui va être rouge, et les extrémités auront tendance à être blanches, ce qui est tout à fait normal. Mais vous ne pouvez pas rester totalement blanc tout le temps. Vous l'avez vu tout à l'heure avec l'hypothermie. Si ça reste blanc, que de l'oxygène n'arrive plus, à terme, c'est la nécrose. Et à terme, on ampute, très clairement. Donc ça reste extrêmement dangereux. Donc ça, c'est la réaction de chasse de Lewis qu'on observe chez les Inuits, donc qui permet au sang en fait, de faire des allers-retours. Tout à fait, ça permet au sang de faire des allers-retours. Et ça ne s'obtient soit on pensait que c'était uniquement génétique, et on s'est aperçu que finalement, ça ne l'était pas. On pouvait moduler, modifier cette réaction de chasse par l'entraînement. Est-ce que tu as une notion du temps? Est-ce que tu sais, là, ça fait combien de temps que tu es dans la glace? Non, lorsqu'on est dans un état de dissociation, on perd le temps. La notion du temps, c'est la raison pour laquelle, à l'entraînement, je mettais toujours un chronomètre. Et la règle, c'était, quand le chronomètre sonne, quoi qu'il arrive, je sors. Même si je me sens bien, et j'oserais dire, surtout si je me sens bien, parce que le risque, c'est de vivre un petit peu ce que les apnéistes appellent la zone, une décharge d'adrénaline et d'amphétamine qui fait que vous êtes détendu et excité à la fois. Bref, l'euphorie des profondeurs. Le risque dans la glace, c'est l'euphorie de la glace. Donc, on fait très attention pour pouvoir en sortir. Ça fait combien de temps qu'on y est? Le risque, c'est de se croire trop fort, en fait. C'est ça. Le froid est toujours plus fort que vous. Alors, ça fait combien de temps qu'on y est? Écoute, c'est une bonne question. J'ai vu le retour, ça doit bien faire... Alors, il est 17h presque 25. On a commencé à 55. Ça doit faire pas loin de 15 minutes, je pense. Ok, très bien. Ça te paraît étonnant ou Non, je pense que ça... 5. Alors là, je pourrais rester beaucoup plus longtemps, parce que j'ai l'habitude, mais ce n'est pas le but aujourd'hui. Je vais prendre le temps de sortir tout doucement et de vous expliquer finalement la démarche de la sortie, qui est tout aussi importante, voire plus importante que l'immersion en elle-même, parce que c'est là où vous allez avoir une dette thermique qu'il va falloir gérer. Vous allez voir, mon corps va de nouveau s'adapter, la respiration peut augmenter, le frisson va arriver, et c'est là qu'il faut faire extrêmement attention, parce que le risque n'est pas quand on est dans le froid, mais bien au moment où on réchauffe. Je voudrais poser une dernière question. Je ne résistais pas Avec au plaisir plaisir de poser des questions à un homme immergé dans la glace. Ça n'arrive pas souvent. C'est ça. Lors de ton entraînement, est-ce qu'il t'est arrivé de craquer et de ne pas aller jusqu'au chronomètre que tu t'es fixé? Ou alors c'est une clé absolument indispensable, Alors, c'est d'y aller quoi qu'il arrive? Non, c'est y aller quoi qu'il arrive. C'est une notion qui se résume en une phrase. Il n'y a pas de plan B. Il n'y a jamais de plan B. Lorsque vous vous entraînez, vous allez jusqu'au bout parce que s'arrêter avant peut devenir une habitude. Et potentiellement, on ne laisse pas la place au cerveau à créer de mauvaises habitudes. Il est indispensable à chaque fois d'aller toucher le chrono qui est dédié, hormis, la seule règle, c'est s'il y a quelque chose d'aléatoire. Un processus aléatoire qui survient d'un coup où on n'a pas l'habitude que ça arrive. Alors là, le froid étant le maître, étant celui qui nous guide, le froid gagnera toujours. Alors là, on sort instantanément. Ça m'est arrivé une fois, je suis sorti une fois, mais dès le lendemain, j'ai refait le chrono. Parce que, gardez bien en tête, à avoir un plan B, c'est limiter l'efficacité de votre plan A de 30%. Donc, le cerveau, il fonctionne avec des 0 et des 1, des oui et des non, des blancs et des noirs. C'est un ordinateur cognitif puissant. Ne lui laissez pas de confusion. On fait ou on ne fait pas. Mais essayez, c'est prendre le risque de ne pas y arriver. À la condition évidemment d'avoir planifié à tête reposée et intelligemment Exactement. et raisonnablement sa durée, Ouais. son entraînement de manière générale au préalable. Exactement. Essayez de le faire progressivement, tout à fait. C'est de le faire progressivement. Tu veux sortir progressivement ou d'un coup? Ah non, là, il faut sortir d'un coup. Comme on est rentré d'un coup, c'est la même chose. Donc, on y va doucement, mais sans s'arrêter. Et voilà les effets du soleil sur un homme du Nord. Alors là, vous voyez, c'est pas du tout le soleil. Là, c'est le froid. Voilà. Là, c'est le froid qui a fait finalement. Regardez, voilà, vous voyez pourquoi on met le bout des doigts sous les aisselles. C'est extrêmement important parce que vous entraînez une dette thermique.
Et cette dette thermique, il faut la rembourser. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je vais me mettre à frissonner. Si j'ai un peu moins de facilité à l'élocution, c'est parfaitement normal. Tout le monde peut rester cool. C'est juste que le corps doit remonter en température. Vous, dans votre vie, c'est exactement la même chose. Ce n'est pas une dette thermique, c'est une dette de stress. Vous avez une mauvaise nouvelle, vous êtes ennuyé au travail, vous entraînez une dette de stress. Mais si d'aventure vous ne la remboursez pas, eh bien votre corps, c'est comme une banque. Il va vous envoyer des huissiers, il va vous bloquer. Alors si vous continuez à faire tout le temps la même chose, oui, vous allez pouvoir aller travailler, oui, vous allez pouvoir faire plein de choses. Puis à un moment donné, ça va s'arrêter, vous allez partir en vacances. Et si vous n'avez pas remboursé votre dette à vous, une dette de stress, alors vous tomberez malade. Moi, ici, l'idée, ça va être de rembourser ma dette thermique par l'intermédiaire du frisson, mais je suis entraîné à ça. Mais vous, est-ce que vous êtes déjà entraîné au stress? Un des bons moyens, c'est ce que je disais, c'était de prendre votre douche froide de 1 minute à la fin de la douche chaude. Et ça peut être extrêmement, extrêmement intéressant. Voilà un petit peu. Leçon, un super mot de la fin, voilà, pour montrer que l'idée n'est pas seulement et pas du tout presque de simplement s'immerger dans la glace, mais de voir tout ce qu'il y a avec, tout ce que l'entraînement peut nous apporter, pour ce qui est de ton cas, en 3 ans. C'est ça. Et comme je dirais, le mot de la fin, c'est les champions aiment l'entraînement, pas les applaudissements. Les applaudissements sont la conséquence de l'entraînement. Merci beaucoup. Si vous voulez l'applaudir, n'hésitez pas. En attendant, Romain, un grand merci pour ta venue. C'était passionnant. Merci. Et on continue tout de suite avec la dernière table ronde de cette Cité des Aventuriers sur l'aventure forcée. Denis Brognard reçoit Anne Kémeret, Christian Clot et Joséphine Derobe. Merci à tous de nous avoir suivis et à bientôt. Merci. Au revoir.